C'était un décollage tout à fait standard. Taxi, take-off. À 10 000 pieds, on vérifie la pressurisation de l'avion. C'est un contrôle de routine qu'on fait toujours. Tout allait bien. Et c'est là que c'est arrivé. D'un seul coup, en plein vol, il y a une issue de secours qui va partir. Dépressurisation. Une porte arrachée en plein vol, alors que l'avion est à 5000 mètres d'altitude. Tout d'abord, il y a eu une explosion dans mes oreilles et un souffle d'air. Mon corps a été projeté en avant et il y a eu un bruit de détonation aussi. Les passagers du vol 1282 d'Alaska Airlines vont devoir attendre encore 20 longues minutes avant que l'avion ne se pose en toute sécurité à Portland. Aucun d'eux n'est blessé. Par chance, personne n'était assis à côté de la porte. C'est un miracle. Heureusement qu'on n'était pas plus haut dans les airs, que rien ni personne n'ait été aspiré. C'est vraiment incroyable que nous soyons tous sains et saufs. Le NTSB, l'agence américaine chargée des accidents aériens, ouvre une enquête immédiatement. Pendant plusieurs jours, ces agents inspectent l'avion sous toutes les coutures, jusqu'à trouver l'origine pour le moins surprenante de l'accident. Il manquait 4 boulons de fixation sur cette porte. Pourtant, l'avion est flambant neuf. Il a été livré par Boeing à Alaska Airlines 2 mois plus tôt. On clôt tous les avions au sol, on demande à toutes les compagnies de vérifier immédiatement si tout a bien été monté comme il fallait. Et malheureusement, il y en a pas mal qui ont trouvé des pièces qui manquaient ou qui étaient mal montées. Cet incident est loin d'être isolé. One more bad headline for Boeing following the Alaska Airlines 737 MAX 9 door plug blowout 2 months ago. The pilots of this United Airlines flight reported the rudder pedals down there at the bottom of the floor became stuck. La firme américaine fait régulièrement la une de la presse internationale, qui s'alarme de la qualité des avions. Une roue qui se décroche en plein vol, un capot de moteur qui s'arrache. Les images font le tour des réseaux sociaux. Et encore récemment en Italie, un moteur qui prend feu au décollage. Les passagers ont dû être évacués en urgence. Un modèle en particulier est la cible de toutes les critiques. Le 737 MAX, l'avion star du constructeur. Dans ce secteur, si le produit ne marche pas, on va au cimetière. C'est simple, je refuse que ma famille monte dans un 737 MAX. Pourtant, Boeing est sous étroite surveillance après 2 crashs en 2018 et en 2019 qui ont provoqué la mort de 346 personnes. Boeing s'est enfermé dans le déni. Chez Boeing, personne n'est responsable des 346 morts qui sont produits. You don't recognize the Boeing that has airplanes falling out of the sky? That has had 2 Maxes crash, that has had pieces of doors fall out of the sky? That's the reality of Boeing today. Est-il devenu dangereux de voyager à bord d'un Boeing? Enquête sur le plus gros scandale de l'histoire de l'aviation. Ça, c'est la chambre d'adolescent de Camille. Et c'est ici aussi que j'ai les affaires personnelles de Camille qu'on a retrouvées sur le site du crash, qui m'ont été retournées. Catherine Berthet a perdu sa fille Camille dans un crash le 10 mars 2019 en Éthiopie. Alors, évidemment, ils ont pris un peu, ils ont vieilli, puisqu'ils datent. Et donc, j'avais plein de petits paquets, comme ça, avec écrit Camille Geoffroy. Là, je suis certaine que c'était dans l'avion avec elle. C'était son sac. En fait, je le revois puisque j'étais à l'aéroport avec elle le 9 mars au soir.
Et donc elle avait son sac à main. J'ai mis 2-3 ans avant de pouvoir ouvrir ces paquets. Et pour moi, c'est comme des petits paquets, parce qu'ils nous les ont apportés. On avait l'impression que c'était des cadeaux de Noël. Ces objets, pour moi, c'est des énormes cadeaux d'amour de ma fille à moi. C'est il y a des familles qui n'ont rien retrouvé. Ces objets, à la fois, je les chéris, et en même temps, ils me remettent dans le vol. Donc ils sont très compliqués pour moi, ces objets. Camille Geoffroy avait 28 ans. Elle travaillait pour une ONG en Afrique. Le 10 mars 2019, elle fait escale à Addis Abeba, en Éthiopie, pour rejoindre le Kenya. À 8h38, le vol 302 d'Ethiopian Airlines décolle normalement. Les conditions sont idéales. C'est une compagnie récente, qui est de très bonne qualité, qui n'a que des avions neufs, et les pilotes étaient très très bien formés. Le pilote d'Ethiopian, il venait juste de sortir d'école et il était excellent. Moins d'1 minute après le décollage, le Boeing 737 MAX décroche. Le calvaire des passagers va durer 6 minutes. L'avion, il a fait donc je monte, je descends, et il a fait un je descends et je touche le sol. Il est arrivé en piqué, il est arrivé à 1000 km/h et il est arrivé quasiment droit. Le crash est extrêmement violent. Il n'y a aucun survivant parmi les 157 personnes à bord. Il y a eu un cratère de 40 mètres de profondeur sur l'étendue de plusieurs terrains de foot. En fait, ça fait comme un creux de volcan gigantesque avec des débris jusqu'à plusieurs kilomètres. C'est inimaginable. 24 heures après, les Chinois disent « c'est stop ». L'avion cloué au sol. Et c'est terminé. Les Indiens vont suivre, les Européens vont suivre. Les États-Unis prennent la même décision le lendemain. We're going to be issuing an emergency order of prohibition to ground all flights of the 737 MAX 8 and the 737 MAX 9. Une décision radicale, car les autorités aériennes font immédiatement le rapprochement avec un autre crash qui s'est produit 5 mois plus tôt en Indonésie. Le 29 octobre 2018, un avion de la compagnie Lion Air s'est abîmé en pleine mer de Java, 13 minutes seulement après le décollage. Les deux catastrophes ont beaucoup de similitudes, à commencer par le même modèle d'avion, un Boeing 737 MAX, tout juste sorti d'usine. Et surtout, les enquêteurs vont découvrir que ces deux avions sont équipés d'un logiciel dont tout le monde ignorait l'existence. En 2010, la concurrence entre Boeing et Airbus fait rage. Le constructeur européen annonce une petite révolution. Il lance une nouvelle version de l'A320, le modèle concurrent du 737. Cette nouvelle génération promet une économie de carburant de 30%. Le prix du carburant, c'est entre 35 et 40% du prix de l'heure de vol. American Airlines voit arriver un Airbus 320 Neo et ils disent bon, nous qui avons acheté que des Boeing depuis que nous existons, là maintenant, ça y est, on va signer un contrat avec Airbus. Boeing doit réagir et vite. Créer un nouvel avion est trop long et trop coûteux. La firme américaine décide alors d'adapter son modèle star, le 737. Mais les ingénieurs de Boeing vont faire face à un problème de taille. Le 737 est un avion bas et les nouveaux moteurs sont beaucoup plus gros. Sur le 737 existant, le moteur tel qu'il est, il est à 40 cm du sol. Et il va falloir mettre un moteur qui va faire pratiquement 1 mètre de plus de diamètre. Ça passe pas. Une solution est trouvée. Les moteurs sont avancés et rehaussés. Le train avant, lui, est allongé de quelques centimètres. Problème réglé, pense-t-on chez Boeing. Erreur. L'avion est déséquilibré. Il y a un risque de décrochage à l'atterrissage et au décollage. Pour remédier à ce nouveau problème, les ingénieurs vont installer un logiciel qui empêche l'avion de se cabrer.
c'est le MCAS. Une sonde, située sur le nez de l'appareil, indique au logiciel si l'avion décroche. Si c'est le cas, le MCAS s'active et actionne automatiquement la gouverne pour stabiliser l'avion. Un logiciel qui influence fortement le pilotage de l'avion. Et pourtant, Boeing va volontairement le cacher aux pilotes. Denis Stadger est le porte-parole d'un des principaux syndicats de pilotes aux États-Unis. Il a accepté de nous montrer dans un simulateur de vol ce qui s'est passé dans le cockpit avant les crashs. Une fois que les volets sont rentrés et que cette lumière s'éteint, le MCAS se déclenche. L'avion accélère et le nez pointe vers le bas. À ce moment-là, le capitaine se demande ce qui se passe. Il essaie de comprendre et de gérer la situation. Il prévient le contrôle aérien qu'ils ont un grave problème de contrôle. Il essaie de stabiliser l'avion et de faire remonter le nez. Il y parvient. Mais le MCAS se déclenche à nouveau et l'avion plonge une nouvelle fois vers le sol. Vous pouvez entendre toutes les alertes. Le MCAS fait plonger l'avion. Les deux pilotes tirent sur le manche de toute leur force, mais ils n'arrivent pas à le relever. Et l'avion finit par s'écraser au sol. Les pilotes n'avaient aucune chance. Ils luttaient contre un ennemi inconnu. Boeing a décidé de cacher ce système à tout le monde. Parce que sinon les pilotes auraient dû suivre des formations en simulateur. Et cela coûte de l'argent. C'est une décision économique qui a entraîné la mort de toutes ces personnes. Ma fille n'aurait jamais dû mourir, puisque si tout le monde avait fait correctement son travail, en premier lieu, évidemment, il n'y aurait pas eu de premier crash. C'est la situation idéale. Mais ce qui est hallucinant, ce qui nous met en rage, c'est que ce deuxième crash pouvait être évité. 2 crashs en 5 mois, 346 morts. Les proches des victimes espèrent un procès. Mais Boeing fait tout pour l'éviter et finit par trouver un arrangement avec le ministère des Transports américain et la FAA, l'autorité de contrôle aérien. Boeing n'est pas poursuivi au pénal parce que ça incriminerait trop l'administration américaine. La FAA, elle a un défaut de surveillance, elle a un défaut de vérification, elle a trop fait confiance à Boeing sur le processus de certification. Si on attaquait Boeing au pénal, Boeing se retournerait contre la FAA et contre l'administration américaine. Et ça, personne n'en veut. Donc, on se tait. Le 7 janvier 2021, Boeing est reconnu coupable, mais seulement de fraude. On lui reproche uniquement d'avoir menti à la FAA. Le constructeur est condamné à payer 2,5 milliards de dollars d'amende et d'indemnités, dont 500 millions pour les familles. C'est la stupeur, quoi. Genre, oh, mais c'est pas possible. Pour moi, c'est vraiment une deuxième fois, mais d'une manière différente, le même état de stupeur que le crash. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Ça va se solder par un chèque, ta fille sera un siège dans un avion, et puis il n'y aura jamais de procès, il n'y aura jamais rien, et Boeing ne sera jamais capable de rien. Boeing va échapper au procès pénal, mais pas au procès médiatique. Le Congrès américain ouvre une commission d'enquête. On behalf of myself and the Boeing Company, we are sorry, deeply and truly sorry. Le directeur de Boeing, Dennis Muilenburg, présente certes ses excuses, mais il apparaît froid et distant, tournant le dos aux familles. La scène est dévastatrice pour l'image de Boeing. Les commissions d'enquête de ce type, elles ont au moins une vertu, c'est que les problèmes sont sur la place publique, sont diffusés dans les médias. Donc la publicité que ça donne aux problèmes, elle est en soi très importante. Une publicité dont Boeing se serait bien passé. Notamment quand le grand public découvre que les propres salariés de Boeing doutent de la fiabilité de leur avion. En 2017, l'un d'eux écrit dans un mail « Cet avion est construit par des clowns qui sont supervisés par des singes. » En février 2018, 8 mois avant le premier crash, 2 autres s'interrogent sur la sécurité du 737. Tu mettrais ta famille dans un 737 MAX, toi? Non. Un ancien salarié, devenu lanceur d'alerte, est également auditionné. J'ai formellement averti la direction de Boeing par écrit à plusieurs reprises, en particulier avant le crash de Lion Air.
et avant celui d'Ethiopian Airlines, des risques potentiels pour les avions en raison des problèmes opérationnels qui existaient au sein de l'usine. Ces avertissements ont été ignorés. Cet ingénieur à la retraite a travaillé 10 ans ici à Renton, dans l'usine d'assemblage du 737 MAX. Alerté sur les défaillances qu'il a lui-même constatées sur les lignes de production est devenu son obsession. Il est persuadé qu'un nouveau crash peut se produire. Pendant 3 ans, il a épluché tous les rapports d'incidents concernant cet avion. Nous avons vu qu'Alaska Airlines avait un très grand nombre de rapports d'incidents. J'ai écrit une lettre au PDG d'Alaska Airlines en avril 2023. Je l'ai alerté en lui disant « Vous possédez 53 nouveaux 737 MAX qui ont fait l'objet de plus de 1200 rapports de sécurité en l'espace de 2 ans. Et que s'est-il passé ensuite? Vous voulez savoir? Ils n'en ont pas tenu compte. » 8 mois plus tard, la porte du vol 1282 d'Alaska Airlines s'arrache en plein vol. Mais cette fois-ci, l'incident fait la une de la presse américaine. Ils sont tombés à bras raccourcis sur Boeing parce que c'était un problème sur le territoire américain, avec des avions américains et des Américains dedans. Les autorités vont pour la première fois inspecter une à une les lignes de production. Et le rapport d'enquête est sidérant. Sur 91 points, il y en avait 33 qui étaient déficients. Dedans, il y avait des choses qui étaient mineures et des choses qui étaient très graves. On a utilisé des outils qui n'étaient pas du tout appropriés pour vérifier une jointure. On a aussi utilisé des lubrifiants que vous trouvez dans votre cuisine et qui ne devraient pas se retrouver sur une ligne de production. Des constatations graves, appuyées par le témoignage d'anciens salariés. J'ai été moi-même témoin de graves défauts d'alignement lors de l'assemblage des avions. J'ai vu littéralement des gens sauter sur les pièces de l'avion pour les aligner. C'est ce que j'appelle l'effet Tarzan, entre autres méthodes inappropriées. Une fois de plus, j'ai soulevé des problèmes en interne et j'ai été mis à l'écart. On m'a dit de me taire. J'ai même reçu des menaces physiques. Il y a de graves problèmes de conception et de fabrication. Bien au-delà d'un simple logiciel défaillant, comme l'a toujours prétendu Boeing. En clair, ces défaillances sont aussi responsables des 2 crashs. Ce que Boeing ne voulait pas que l'on sache, c'est qu'il y a un problème de fabrication. C'est plus facile et moins dommageable de réparer un logiciel que d'admettre qu'il y avait un problème de câblage électrique et de certains composants. Ils ont accusé le logiciel MCAS et le manque de formation des pilotes, alors qu'en réalité, ce sont des défauts de fabrication qui ont provoqué les accidents. À ce moment-là, je comprends que l'ancien Boeing est mort et qu'un nouveau Boeing, mortel celui-là, a pris les commandes. Comment Boeing, jusqu'alors réputé pour sa fiabilité et sa sécurité, en est arrivé là? Depuis sa création en 1916, l'entreprise est un fleuron de l'industrie américaine, réputée pour le savoir-faire de ses ingénieurs. Ce sont les premiers qui ont fait un avion qui pouvait monter à très haute altitude parce qu'on pressurisait la cabine. Ils étaient vraiment des leaders à la fois dans la construction, mais également dans la découverte de nouveaux procédés. Il y avait une blague entre pilotes. Vous savez comment on épelle le mot avion? B-O-E-I-N-G. Cette culture de la perfection technique et de l'innovation va être remise en cause en 1997. Boeing fusionne avec le numéro 3 mondial McDonnell Douglas. Le nouveau patron a clairement d'autres objectifs en tête. Ils ont décidé de mettre l'accent en fait sur la gestion, la finance, les marges et non plus sur l'ingénierie. Ils décident de faire plus d'argent, non pas pour le redistribuer aux salariés, non pas pour l'investir dans des nouveaux programmes, mais en grande partie parce que les dirigeants sont intéressés aux cours de bourse et donc plus ils font d'argent, plus en fait leur stock option et plus leur parachute doré lors de leur retraite sera important. Deuxième point très important, une pression énorme sur les salariés de manière à ce que, avec un temps de travail similaire, ils produisent beaucoup plus. La production est le critère de base.
Cette pression, aujourd'hui les salariés ne la supportent plus. Le 13 septembre dernier, l'usine de Renton se met à l'arrêt. Pendant un mois, l'entreprise connaît la crise la plus dure de son histoire. Il y a des grévistes partout, et pas seulement dans l'État de Washington. Il y a des gens de Frederickson, Auburn, Seattle, Renton, Everett. Il y a du monde partout. 33 000 ouvriers qui réclament de meilleurs salaires, mais surtout le retour de l'exigence de sécurité qui faisait leur fierté. La direction est toujours pressante, pressante, pressante. Les salariés veulent construire des avions de qualité, mais on leur demande de la quantité. Au lieu de travailler contre nous, ils devraient travailler avec nous. Ça devrait être un travail d'équipe. On peut s'en sortir. Si Boeing repart du bon pied et travaille dur pour améliorer la gestion, faire de la qualité plutôt que de la quantité, je crois à 100% qu'on y arrivera. Cette grève, aussi dure soit-elle pour tout le monde, y compris pour les grévistes, est la dernière pièce du puzzle pour remettre Boeing sur les rails. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de la réputation de sécurité qu'ils avaient auparavant et qui a été démantelée au cours de ces 20 dernières années. Malgré la suspicion qui entoure le 737 MAX, l'avion est toujours en service. 1600 appareils transportent des passagers quotidiennement dans le monde. Contacté, le constructeur n'a pas souhaité répondre à nos questions. Boeing va-t-il parvenir à se relever? La crise de confiance est profonde, d'autant que deux autres modèles du constructeur, le 777 et le 787, rencontrent eux aussi des problèmes d'assemblage. À cela s'ajoute une crise financière. L'entreprise accuse une dette colossale de 60 milliards de dollars. Mais les États-Unis ne peuvent pas se permettre de laisser ce géant de l'industrie sombrer. Il faut bien voir que Boeing, elle a pas que les avions commerciaux. Elle a également des avions militaires, elle a également du spatial, elle a également des missiles, etc. C'est une entreprise très très grande et qui est un sous-traitant absolument indispensable pour le Pentagone. On ne peut pas se passer de Boeing, donc ils seront sauvés d'une façon ou d'une autre. Les familles des victimes en ont bien conscience, mais elles réclament justice pour leurs proches. Je veux que les responsables payent pour les morts. J'ai encore la force de me battre parce que je ne suis pas toute seule. Je ne suis pas toute seule. On est un petit groupe de familles qui vivons la même situation et on se dit tout est possible. Rien n'est perdu, rien n'est terminé. On se battra jusqu'au bout. On ira en appel, on ira à la Cour suprême. On continuera et on continuera ce combat. L'accident du 5 janvier a permis de rouvrir la procédure judiciaire, laissant espérer à Catherine Berthet et aux autres familles un procès au pénal, avec peut-être des condamnations à la clé.